Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Moniteur Juriste consacré à l'actualité du droit de l'urbanisme. Il est animé par Maître Anthony Bichelon du cabinet Racine. Tout au long de cette conférence, vous aurez la possibilité de lui poser des questions auxquelles il répondra en fin de webinaire. Donc, pour poser les questions, vous pouvez utiliser le module de saisie qui se trouve sur la droite de votre écran. Je vous laisse donc en compagnie de Maître Anthony Bichelon et on se retrouve à la fin pour les questions. Bonne conférence. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présent à ce nouveau rendez-vous du moniteur portant sur l'actualité du droit de l'urbanisme. On a une actualité un peu plus riche que lors de notre dernier rendez-vous. Je voulais classer, on va dire, en 6 items. Un premier item qui portera sur les actualités en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme. Un autre item concernant le contentieux des refus de permis de construire. Un autre item sur les VFA et les marchés publics. Un autre item sur les contentieux des autorisations d'urbanisme, avec notamment des dernières jurisprudences intéressantes du Conseil d'État sur l'intérêt à agir des requérants à l'encontre des autorisations d'urbanisme. Des nouveautés concernant le régime du lotissement. Donc, vous avez dû entendre parler du décret qui autorise la commercialisation anticipée des lots par tranche. Et les nouveautés concernant le contenu des PLU. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première décision rendue par le Conseil d'État en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme et qui va concerner plus particulièrement l'opposabilité des fameuses OAP. OAP, donc orientation d'aménagement et de programmation. Vous le savez, on a dans le PLU différents types de documents. D'un côté, le règlement d'urbanisme, composé du règlement écrit et du règlement graphique, et de l'autre, les OAP. Ces deux documents sont opposables aux autorisations d'urbanisme, mais avec un degré d'opposabilité différent. Les juridictions administratives nous rappellent que les autorisations d'urbanisme doivent être conformes au règlement, alors qu'elles ne doivent être que simplement compatibles avec les différentes OAP. Alors, il y a différents degrés d'opposabilité. D'un côté, la conformité, de l'autre, la compatibilité, étant précisé que la compatibilité est moins stricte un rapport de conformité. Et la problématique, elle se situe souvent là-dedans, à savoir quelle est la définition, comment on apprécie la compatibilité d'un projet à une OAP. Et la question s'est posée dans cette affaire devant le Conseil d'État, puisqu'on a eu un jugement du tribunal administratif de Lyon qui annule un permis de construire pour incompatibilité avec une OAP, au motif que l'OAP crée une servitude fonctionnelle, à savoir qu'elle ne voulait pas que du logement, elle demandait à ce qu'au sein du secteur couvert par l'OAP, il y ait également des bâtiments d'activité de service. Là, on a un permis de construire qui est déposé par un pétitionnaire, permis de construire qui comporte 3 bâtiments, mais aucun des 3 bâtiments ne comporte des activités de service. Ces bâtiments sont simplement destinés à de l'habitation. Le tribunal de Lyon annule donc le permis de construire pour incompatibilité à l'OAP. Ça part devant le Conseil d'État et le Conseil d'État nous rappelle comment on doit apprécier la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une OAP. Et le Conseil d'État nous rappelle le principe, à savoir qu'une autorisation d'urbanisme doit être compatible avec l'OAP. Que veut dire la compatibilité pour le Conseil d'État? La compatibilité pour le Conseil d'État, et donc pour les juridictions administratives et par voie de conséquence pour les services instructeurs, la compatibilité, c'est de s'assurer que les effets du projet qu'on valide ou non ne vont pas contrarier le ou les objectifs posés par l'orientation d'aménagement et de programmation. En l'occurrence, quel était l'objectif de l'OAP en question? L'objectif, c'était de s'assurer qu'il y ait à l'échelle de l'OAP, à l'échelle de la zone concernée, qu'il y ait des activités de service. Le Conseil d'État, ici, annule le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit au motif qu'il considère que le juge administratif, en tout cas le tribunal administratif, ne s'est pas assuré qu'il y avait réellement une contrariété du projet par rapport aux objectifs de l'OAP au motif qu'il aurait fallu que le TA
procède à une analyse globale des effets du projet, à savoir le permis ne portait que sur une partie seulement du secteur couvert par l'OAP. Autrement dit, il était possible, dans le cadre d'une seconde opération qui aurait lieu ultérieurement, finalement, de réaliser la servitude de mixité fonctionnelle voulue par l'OAP. Donc, on regarde toujours l'objectif de l'OAP. Ici, c'est créer de la mixité fonctionnelle et on doit s'assurer que pour refuser le permis, on doit s'assurer que le projet contrarie les objectifs de l'OAP, à savoir faire de la mixité fonctionnelle. Donc, si on avait eu un permis de construire déposé sur la totalité de la zone couverte par l'OAP qui ne prévoyait pas de mixité fonctionnelle, le permis aurait dû être refusé. En revanche, si le permis n'est déposé que sur une partie seulement de la zone, et pas sur la totalité, même si ce permis ne comporte pas de mixité fonctionnelle, le Conseil d'État considère que ce n'est pas certain qu'il y ait contrariété aux objectifs de l'OAP, et donc il casse le jugement et il renvoie devant le tribunal administratif pour que celui-ci rejuge l'affaire. En revanche, s'il y a un deuxième, dans notre exemple ici, si le premier permis est validé, sans aucune, du coup, surface de plancher destinée à une activité de service, le deuxième permis qui interviendra sur le reliquat de la zone couverte par l'OAP devra, lui, obligatoirement comporter des locaux destinés à des activités de service. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaie d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat comme il vous l'a été rappelé. Deuxième actualité concernant l'instruction des autorisations d'urbanisme, c'est une décision intéressante à plusieurs égards. D'une part parce que j'aime bien les problématiques de division foncière et d'autre part parce que j'étais justement l'avocat des requérants en première instance. Et donc, je suis directement concerné par cette décision qui a été confirmée par le Conseil d'État dans cette affaire. Rappel de la règle, qu'est-ce qui est en jeu dans cette affaire soumise à l'avis du Conseil d'État le 18 octobre dernier? C'est la problématique de la cristallisation des droits à construire au sein d'un lotissement. Je vous rappelle le principe, un lotissement, c'est quoi en droit? C'est soit une déclaration préalable de division, soit un permis d'aménager. Une fois qu'on a obtenu cette autorisation d'urbanisme, DP ou permis d'aménager, on est autorisé à créer des lots et les acquéreurs des lots vont venir déposer des permis de construire au sein des lots acquis. Le code de l'urbanisme, compte tenu du calendrier de cette opération d'aménagement qui peut être étalée dans le temps, le législateur, dans l'article 442-14, est venu poser le principe de la cristallisation des droits pendant 5 ans au sein d'un lotissement, ce qui veut dire que si les règles d'urbanisme ont évolué entre le moment où le lotissement est créé et le moment où on dépose le permis de construire, l'administration, pendant 5 ans, n'est pas en mesure de refuser votre permis de construire au motif des nouvelles règles d'urbanisme intervenues postérieurement à la création du lotissement. Donc, ce délai de 5 ans court dans les lotissements soumis à DP à compter de l'obtention de l'ADP et dans les lotissements soumis à PA à compter de l'achèvement des travaux prévus par le PA. En 2022, on avait une première précision du Conseil d'État sur les modalités de mise en œuvre de la cristallisation. Le Conseil d'État était venu nous dire qu'il ne pouvait y avoir cristallisation que s'il y avait lotissement, et le lotissement se met en œuvre par une division de propriété. Autrement dit, le Conseil d'État nous avait dit qu'il faut qu'il y ait transfert de propriété au sein du lotissement pour qu'il y ait cristallisation des droits. Pour être plus clair, donc c'est la décision du 13 juin 2022. Dans cette affaire, on avait un propriétaire d'un grand terrain qui avait vu le nouveau PLU arriver. Il avait déposé une déclaration préalable de division dans son jardin pour bénéficier du PLU actuel et surtout ne pas se voir appliquer les futures règles qui lui étaient défavorables. Il obtient l'ADP. Évidemment, il n'a aucune intention de vendre, donc il ne cède jamais le lot issu de la division par la suite, et en revanche, il dépose un permis de construire pour édifier une seconde maison sur son terrain. Refus de la part du maire qui lui dit le terrain est devenu inconstructible.
Le propriétaire dit « j'ai eu une DP, j'ai donc cristallisé ». C'est monté jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État a dit « non, vous n'avez pas cristallisé malgré l'obtention de la DP parce que vous n'avez pas divisé votre terrain, vous n'avez pas vendu ». Donc ça, c'est le principe qui vous est rappelé. On cristallise donc pendant 5 ans la règle d'urbanisme dans un lotissement à la condition qu'il y ait une division voulant dire un transfert de propriété. Dans l'affaire qui est soumise, la logique, la question va encore plus loin. La question posée au Conseil d'État, c'est qu'on a ici un énorme terrain dans la banlieue chic lyonnaise qui est divisé et le promoteur dépose une DP avec 4 lots. Sauf qu'en réalité, il n'y a qu'un seul lot à bâtir, les autres étant des lots qu'on peut qualifier de fictifs. Ils représentent 30 mètres carrés. C'est des lots sur lesquels on ne peut même pas construire. Donc on a 3 lots qui ne sont pas des lots à bâtir, qui sont créés, et un lot qui est un lot à bâtir. En termes de valorisation, vous l'aurez compris, le seul lot qui a une réelle valeur, c'est le lot à bâtir. Le PLU change, le terrain devient inconstructible et le promoteur dépose sur le lot à bâtir un permis de construire pour réaliser plusieurs dizaines de logements. Les voisins contestent le projet, disent que le nouveau PLU rend le terrain inconstructible et arguent devant le tribunal administratif que le promoteur n'a pas pu cristalliser parce que il y a certes eu une division, il y a certes eu une déclaration préalable qui a été délivrée, mais cette déclaration préalable n'a pas été exécutée parce que le lot à bâtir n'a pas été vendu. Défense du promoteur, c'est de dire je n'ai pas acheté le lot à bâtir, en revanche, j'ai bien acheté au vendeur, auprès du vendeur, les 3 petits lots autour du lot à bâtir, et donc grâce à l'acquisition de ces 3 petits lots, j'ai réussi j'ai créé un lotissement et je bénéficie donc à l'échelle de tous les lots du lotissement, y compris du lot à bâtir qui n'a pas été vendu, je bénéficie de la cristallisation des règles. Réponse du Conseil d'État, oui, c'est vrai. Le Conseil d'État nous dit si le lot B, seul lot destiné à être bâti, n'a pas été cédé avant la date de délivrance du permis, il résulte de ce qui a été dit que la cession des 3 autres lots suffisait à caractériser la mise en œuvre des opérations de lotissement. Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que la société pétitionnaire pouvait se prévaloir, à l'occasion de sa demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé dont relève le projet de construction. Autrement dit, c'est une invitation que le Conseil d'État nous fait à créer des lots fictifs au sein des DP et des permis d'aménager, des lots fictifs parce qu'ils n'ont pas vocation à être bâtis, mais qui, par leur division et donc leur cession, permettront à l'échelle de tout le lotissement de bénéficier de la cristallisation des règles d'urbanisme. Un peu complexe à expliquer, j'espère que vous m'avez suivi. De toute façon, n'hésitez pas à poser des questions si besoin, j'y répondrai bien volontiers à la fin. Autre décision intéressante, on n'est plus dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, on est dans les contentieux de permis de construire. Dans cette affaire, vous avez mis en avant ce que l'on va appeler la substitution de motifs dans le cadre des contentieux de permis. Vous avez sans doute tous eu affaire, dans le cadre de vos fonctions, à un contentieux à l'encontre d'un refus de permis de construire qui a été mis par le maire. Donc, soit vous êtes du côté de la collectivité, soit vous êtes du côté de celui qui se voit opposer un refus. En tout cas, vous connaissez le principe qui n'est pas, on va dire, des plus justes, je trouve, qui est celui de la pratique de la substitution de motifs. Autrement dit, l'administration, lorsqu'elle vous oppose un refus de permis de construire, la loi l'oblige à motiver son refus. Elle doit vous dire les motifs pour lesquels elle vous a refusé le permis. Donc, elle peut refuser avec un seul motif la demande de permis de construire. Une fois que vous avez le refus de permis qui vous est notifié, vous allez voir, vous, votre avocat fait une analyse du motif et vous dit, effectivement, le motif n'est pas justifié. Et vous avez 2 mois pour contester le refus de permis de construire devant le tribunal administratif. Sauf que le contentieux du refus de permis de construire
en raison de cette substitution de motif, ne va pas se limiter qu'au motif qui vous a été opposé et écrit dans le refus. La Cour administrative d'appel, ici, vous rappelle le principe, c'est qu'elle vous dit que l'administration est libre, en première instance comme en appel, à faire valoir des nouveaux motifs de droit ou de fait qui ne vous ont pas été notifiés dans le refus de permis de construire. Dans cette hypothèse-là, le juge va prendre connaissance du nouveau motif de refus et il va en informer l'auteur du recours, qui est souvent le pétitionnaire qui a vu son refus, qui a vu le refus lui être opposé. Il va lui notifier les nouveaux motifs de refus et il va être invité à faire valoir ses observations. Et cette pratique de la substitution de motifs, elle est validée par le Conseil d'État depuis des années, donc il n'y a plus de débat. Ça peut vous paraître injuste, mais c'est comme ça. Effectivement, l'administration, elle est obligée de motiver son refus. Pour autant, cette motivation peut être incomplète. Elle aura le droit, devant le tribunal, de soulever de nouveaux motifs de refus. Elle a le droit à une seconde chance. Pour vous, quand vous êtes côté promoteur, pétitionnaire, l'important, c'est de ne pas attendre le refus pour se faire conseiller. L'important, c'est effectivement d'avoir un avocat ou un juriste à vos côtés avant même de déposer le permis de construire et de faire ce que l'on appelle un audit de permis pour vous assurer que le permis de construire est parfaitement légal. Pourquoi je vous parle de cette décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 27 décembre dernier? Parce qu'elle est intéressante dans la façon dont la Cour a, pour moi c'est la première fois que je vois ça, a rejeté la demande de substitution de motif qui lui avait été présentée par l'administration. La Cour dit bien que c'est une décision d'espèce, à savoir qu'elle s'applique, qu'elle est propre vraiment à ce dossier, et ça montre qu'elle était excédée, la Cour, de l'attitude que l'administration a eue dans ce dossier. La Cour nous rappelle, dans le refus de permis, il n'y a qu'un motif de refus. Le refus a été contesté devant le tribunal administratif. Devant le tribunal administratif, il y a une première demande de substitution de motif qui est demandée par l'administration et qui est accueillie par le tribunal. Malgré la demande de substitution de motif, le refus est annulé, le tribunal estimant que le refus n'était pas fondé. La commune fait appel. Devant la cour administrative d'appel, la commune fait 6 nouvelles demandes de substitution de motif, dont plusieurs, nous dit la Cour, ont été précisées, voire complétées au fil des écritures, ce qui a l'air d'agacer la Cour. Et réponse de la Cour, c'est, je vous cite ce qu'elle écrit, « Certaines de ces demandes sont infondées, d'autres exposent des critiques du projet du pétitionnaire qui, pourtant, ne pouvaient normalement échapper dès le premier examen de la demande à l'attention d'un esprit normalement éclairé, ce qui est relativement méchant vis-à-vis du service instructeur, ou qui aurait dû faire l'objet d'une demande de précision au stade de l'instruction initiale du dossier. Ces circonstances inhabituelles et regrettables relèvent d'une instruction négligente et défectueuse de la demande de permis de construire qui conduit à écarter, dans les conditions particulières de l'espèce, l'ensemble des demandes de substitution de motifs sollicitées, alors même qu'elles seraient par ailleurs légalement fondées. » Donc on a bien, et la Cour le dit, une décision qui est particulière au fait de l'espèce, compte tenu de l'attitude de la commune, et même si cette décision est propre à cette affaire, et en aucun cas vous ne devez en tirer la conclusion que la substitution de motifs n'est plus possible, ça permet de faire réfléchir à la fois le service instructeur et à la fois les destinataires des refus sur le comportement de l'administration dans le cadre de l'instruction. À savoir que oui, la substitution de motifs est permise, mais en aucun cas ça ne doit devenir un outil dont l'administration doit abuser dans le cadre de l'instruction puis des procédures contentieuses à l'égard du refus de permis. À défaut, vous savez dorénavant que la conséquence de ce type d'instruction qui pourrait être jugée négligente et défectueuse va être d'écarter les demandes de substitution de motifs, quand bien même celles-ci pourraient être légalement fondées. Alors, je ne sais pas si cette décision va monter jusqu'au Conseil d'État. En tout cas, elle est trop récente pour qu'on ait déjà une position du Conseil d'État à ce sujet.
en tout état de cause, elle reste intéressante compte tenu de sa spécificité. Et pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose et ça invite en tout cas l'administration à faire ce qu'elle devrait normalement faire, à savoir énumérer l'ensemble des motifs de refus au moment où elle rédige le refus de permis de construire et ne pas attendre la procédure contentieuse pour soulever devant le juge, en première instance ou en appel, ce type de nouveaux motifs. N'hésitez pas à poser là encore vos questions. Autre décision de justice rendue en matière de contentieux de refus de permis de construire. La dernière fois, je vous avais parlé d'une jurisprudence du tribunal administratif d'Amiens que j'avais trouvée intéressante, qui est sur la façon dont un maire doit instruire et délivrer un permis de construire. Le TA d'Amiens, dans cette décision qui datait de 2022, nous avait rappelé le principe d'impartialité qui gouverne l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme. Le TA nous avait rappelé que ce principe garantit aux administrés que toute autorité administrative traite leurs affaires sans préjugés ni parti pris. Le but étant effectivement de garantir ce principe d'impartialité. Et le TA avait dit qu'au regard de ce principe d'impartialité, le maire doit s'abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe. Et il me semble que dans cette affaire du TA d'Amiens, le refus de permis avait été annulé pour détournement de procédure et manquement au principe d'impartialité, au motif que le maire avait pris position durant la campagne des municipales contre le projet de permis de construire, enfin contre le projet qu'il avait refusé par la suite une fois élu. C'est la même chose qui se passe dans l'affaire de la Cour administrative d'appel de Nancy. La requérante, qui est donc une société qui s'est vue refuser son permis de construire, a produit devant le tribunal un message qui avait été publié sur les réseaux sociaux par le maire, par le futur maire de la commune, ici aussi candidat aux élections municipales, qui remettait en cause l'opportunité de son projet, à savoir la création d'une maison de santé. Le maire indiquait dans son message que la santé publique mérite l'intervention de la force publique et qu'il ne souhaite pas que ce soit une société privée qui le porte et qu'il préfère que ce soit porté par la commune. Et il propose que, s'il est élu, que la commune achète le terrain pour faire la maison communale de santé qui était portée jusque-là par une société privée. Le maire est élu, enfin le candidat est élu, le projet et la demande de permis de construire est déposée par la société. L'élu, le nouveau maire, a tenu ses promesses et il a refusé le permis de construire. Sans juger du fond des réels motifs de refus qu'aurait pu porter le maire sur le dossier, la Cour administrative d'appel a jugé qu'eu égard à ce message qu'il avait posté sur les réseaux sociaux en 2020 et aux motifs mentionnés dans la décision de refus de permis de construire, pour la Cour, cette décision de refus a été prise pour un motif étranger au droit de l'urbanisme et elle a été entachée de détournement de pouvoir. Elle a donc annulé le refus de permis de construire et enjoint au maire de bien vouloir délivrer le permis. Donc soyez extrêmement vigilants, notamment le maire, lorsqu'il signe un permis de construire. Il ne peut le refuser, cette demande de permis de construire, que s'il n'a jamais pris position publiquement contre le projet. Il ne doit pas y avoir d'interférence entre la politique et le juridique. Si le maire a pris position contre un projet sur les réseaux sociaux, dans des cahiers, dans des magazines communaux, dans des revues communales, dans des journaux, le maire ne doit pas signer le refus, il doit confier la signature du refus à son adjoint, à une personne qui n'a jamais pris publiquement position contre le projet, afin qu'il n'y ait pas d'interférence entre les positions politiques et les positions juridiques, et qu'on ne vous reproche pas un détournement de pouvoir. Je vous rappelle que vous êtes tenu, un maire est tenu de délivrer un permis de construire quand le permis est légal. Il n'y a pas d'opportunité en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. C'est une question de droit. Soit c'est légal et vous êtes tenu de le délivrer,
soit ça ne l'est pas et vous êtes tenu de le refuser. Ici, autre décision intéressante, toujours concernant les refus de permis de construire, c'est un rappel qui est fait par le TA de Lyon le 5 décembre dernier. Le rappel, la règle de principe que je vous rappelle en haut du slide, elle est très claire, c'est que un permis de construire ou une déclaration préalable ne peut être refusée, déjà que si elle est non conforme aux dispositions aux règles des servitudes d'urbanisme et que si vous ne devez pas prendre, vous ne pouvez pas prendre des prescriptions spéciales pour corriger le vice. Ça, c'est rappelé de façon constante et c'est ce que nous dit le tribunal administratif de Lyon dans cette décision. Je le cite, « Toutefois, la société requérante est fondée à soutenir que le maire aurait pu assortir l'arrêté d'une prescription de nature à rendre le projet conforme à l'article précité du règlement. Dans ces conditions, le motif d'opposition est entaché d'illégalité. » Exemple, vous avez un requérant qui dépose, un pétitionnaire qui dépose une déclaration préalable pour un changement de façade. Il veut changer la couleur de ses volets. Vous estimez que la couleur n'est pas conforme au PLU qui impose un certain type de couleur, vous ne pouvez pas refuser. Vous devez mettre une prescription, dans l'autorisation imposant les couleurs prévues au PLU, par exemple. En tout cas, il faut toujours se demander si le projet peut faire l'objet d'une prescription, et ce n'est que s'il ne peut pas faire l'objet d'une prescription que vous pouvez refuser. Si vous refusez du coup sans vous poser la question de est-ce que le vice aurait pu être corrigé par une prescription, vous êtes susceptible de voir votre refus ou votre opposition ADP annulée par le tribunal si celui-ci devait être saisi. Autre question sur le contentieux des autorisations d'urbanisme, et on a eu des décisions intéressantes du Conseil d'État sur l'intérêt à agir des requérants. Vous savez que l'intérêt à agir des requérants, il a été considérablement restreint ces dernières années, puisque le requérant doit justifier, pour pouvoir contester une décision, une autorisation d'urbanisme, il doit démontrer que le projet va porter atteinte à ses conditions d'occupation ou de jouissance de son bien. Et l'intérêt à agir s'apprécie non pas au jour du permis de construire, mais elle va s'apprécier au jour où la demande de permis est affichée en mairie. Très importante décision, puisque j'ai déjà pu la mettre en œuvre depuis le 16 octobre dernier, c'est la décision du Conseil d'État, la première qui est citée ici. Le Conseil d'État vient nous dire que le locataire de l'immeuble qui doit être démoli dans le cadre du permis de construire n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir à l'encontre du permis. Donc les locataires voisins qui se trouvent sur les propriétés voisines du terrain d'assiette du permis, eux, peuvent contester le permis s'ils justifient que le projet va porter atteinte à leurs conditions d'occupation ou de jouissance de leurs biens. En revanche, le locataire qui se situe sur le terrain d'assiette du permis de construire, qui va être du coup évincé du fait du projet, n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme, ce qui est logique, puisqu'en fait, il ne sera plus là quand le projet sera mis en œuvre, et donc il ne peut pas dire que le projet va porter atteinte à ses conditions d'occupation ou de jouissance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième autre point, c'est est-ce que la qualité d'héritier vous donne intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme? La réponse, c'est non pour le Conseil d'État qui nous dit la seule qualité d'héritière ne donne pas intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme. Ce qui est particulier en plus dans cette affaire, c'est que l'héritière, donc la maman, était toujours vivante, elle vivait à côté du projet. Sa fille a contesté le permis de construire, donc elle conteste en qualité d'héritière. On lui a refusé la qualité lui donnant intérêt à agir. Et par ailleurs, il avait été souligné que sa mère lui avait transmis la nue propriété du bien, mais qu'elle avait elle-même cédé la nue propriété à ses enfants. Sous-entendu, si au jour où la demande de permis de construire avait été affichée en mairie, elle avait eu la qualité de nue propriétaire, elle aurait pu éventuellement avoir qualité lui donnant intérêt à agir, ce qui n'était de toute façon pas le cas là.
Là, elle n'avait que la qualité d'héritière et le Conseil d'État rappelle qu'elle n'occupait pas non plus le bien parce qu'elle aurait pu être héritière occupante, auquel cas ça aurait changé la décision. Là, ce n'était pas le cas, elle était héritière non occupante, donc elle n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire voisin. Donc, quand on est locataire sur le terrain qui doit faire l'objet des travaux, quand on est héritier d'une des propriétés voisines, ça ne nous donne pas qualité donnant intérêt à agir à l'encontre des autorisations d'urbanisme qui seraient obtenues. Autre point à voir ensemble, c'est la question des VEFA. Vous le savez, les personnes publiques peuvent acquérir des biens en VEFA dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, qui est le plus souple, on va dire, c'est ce que je qualifie ici de VEFA d'opportunité. C'est une cession de droit privé. Donc, ce n'est pas un contrat public, c'est un contrat privé, mais pour pouvoir être qualifié de contrat de droit privé, l'acquisition en VEFA doit répondre à certaines conditions, ou en tout cas, il ne faut pas que l'opération consiste en la construction même d'un immeuble pour le compte de la collectivité, que l'immeuble soit entièrement destiné à devenir la propriété de la personne publique, et il ne faut pas qu'il ait été conçu pour répondre aux besoins de la personne publique. Si ces conditions sont réunies, on n'est pas dans le cadre d'une VEFA de droit privé, on est dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage public avec mise en concurrence derrière. Autre possibilité, on peut être dans le cadre d'une VEFA publique, et dans le cadre d'une VEFA publique, on est dans un contrat de droit public, mais sans mise en concurrence. Mais pour pouvoir bénéficier de la VEFA publique, il faut acquérir une partie seulement de l'immeuble. Il faut que la partie qu'on acquiert soit indissociable physiquement du reste de l'immeuble, qu'il y ait une absence de solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché. C'est ce que les textes nous disent. Donc, une personne publique ne peut acquérir en VEFA que dans le cadre d'une VEFA de droit privé ou d'une VEFA publique prévue à l'article R2122-3 du Code de la commande publique. À défaut, elle ne pourra pas acquérir en VEFA. Dans cette affaire, on avait une personne publique qui a acquis dans le cadre d'une VEFA un immeuble, à savoir un parking. Et la question qui s'est posée dans le cadre d'un contentieux qui a été posé au tribunal judiciaire de Bordeaux, c'était de savoir si on était dans le cadre d'un marché privé ou dans le cadre d'un marché public. On avait la maîtrise d'ouvrage, enfin le promoteur qui estimait qu'il était dans le cadre d'un marché privé, d'où l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, alors que la personne publique estimait que c'était un marché public. Donc, pour savoir si on en revient aux critères que je vous ai posés ici, pour pouvoir bénéficier d'une VEFA qualifiée d'opportunité, donc à savoir d'une VEFA privée, il faut absolument donc acquérir qu'une partie de l'immeuble, ce qui était le cas là, mais il ne faut pas qu'il y ait d'influence déterminante de la personne publique dans la conception de l'immeuble. S'il est démontré que la personne publique est intervenue pour concevoir l'immeuble qui lui reviendra, dans ce cas-là, ça ne peut pas être qualifié de VEFA de droit privé, mais on sera dans le cadre d'une VEFA publique, donc un contrat public. Et ici, le juge judiciaire s'est livré à une analyse des éléments que les parties lui ont apportés pour savoir si oui ou non il y avait une influence déterminante de la personne publique sur la nature ou la conception de l'immeuble. Et c'est ce qui a été caractérisé. Le tribunal judiciaire nous dit ainsi: il a été suffisamment établi ci-dessus que l'opérateur public a tout au long du projet fait part de ses demandes spécifiques concernant la réalisation des travaux afin de répondre à ses besoins et à ceux plus généraux de l'opération d'aménagement pilotée par l'EPAD. Dans ces conditions, il en résulte que la convention de travaux n'est pas un simple contrat de marché privé, mais doit être considérée comme un marché public de travaux qui relève de la compétence du juge administratif et non pas de la compétence du juge judiciaire.
Donc faites attention aux acquisitions en VFA. Il faut impérativement que si vous voulez que ce soit qualifié de marché privé, il faut impérativement que ce soit qu'il n'y ait pas d'influence, qu'aucune partie ne puisse déterminer que la personne publique est influée sur la conception du projet, la réalisation et la conception du projet. Autre nouveauté, donc on a un décret du 18 décembre 2024 qui vient créer un permis d'aménager autorisant une commercialisation par tranche. Vous connaissiez le principe jusque-là, à savoir que par principe, l'aménageur ne pouvait pas commercialiser les lots du lotissement tant qu'il n'avait pas réalisé l'ensemble des travaux prévus au permis d'aménager, sauf garantie financière d'achèvement. Ce qui pouvait être problématique pour des aménageurs et pour la conception de certains projets où une commercialisation par tranche aurait été commercialement plus opportune. Le législateur a répondu du coup aux demandes des professionnels et il a créé ce permis d'aménager par tranche qui est prévu et inséré à l'article 442-13-1 du Code de l'urbanisme. Et donc, cet article nous dit que dans le cadre de certains permis d'aménager, maintenant, le lotisseur peut être autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux avant l'exécution de toute partie des travaux prescrits par le permis d'aménager. Dans ce cadre-là, il va falloir simplement qu'il y ait une garantie d'achèvement qui soit délivrée et qui soit notamment déposé dans le cadre du permis d'aménager. Hein. C'est comment on va justifier de cette demande par tranche. Dans le cadre de la demande de permis d'aménager, il va falloir joindre un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux, ainsi que l'attestation de la garantie à fournir au titre de la première tranche. Arrivé à l'achèvement de la première tranche, vous allez déposer une déclaration d'achèvement de travaux et vous donnerez alors la garantie afférente à la tranche suivante qui vous autorisera du coup à commencer les travaux de la seconde tranche. Donc c'est un outil utile pour les aménageurs. Enfin, vous avez la loi de 2024 du 19 octobre 2024 qui vient instaurer une servitude de résidence principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est pour lutter contre le meublé de tourisme, notamment dans les zones touristiques. Donc, le législateur maintenant vous dit que dans les PLU, dans les zones urbaines et dans les zones à urbaniser, les auteurs du PLU peuvent prévoir des secteurs dans lesquels, pour les constructions nouvelles, il ne pourra être utilisé, il ne pourra être autorisé que des logements à usage exclusif de résidence principale. Ce n'est possible que dans les communes où le taux de résidence secondaire est supérieur à 20% et dans les communes concernées par la taxe annuelle sur les logements vacants. Si ce secteur est instauré, il va y avoir des obligations en matière de vente et de location, puisque toute promesse de vente, tout contrat de vente ou tout contrat de location devra mentionner qu'on se situe dans ce secteur. À défaut, c'est la nullité du contrat, c'est pas rien. Et pour que ça aille vite, le législateur nous a dit que ces secteurs pouvaient être créés dans le cadre d'une simple modification simplifiée. Toute personne qui contreviendrait à ce secteur qui a usage exclusif de résidence principale pourra être mis en demeure par la collectivité, par le maire, de régulariser avec une astreinte possible à 1 000 € par jour de retard. Voilà. On a fait le tour de l'actualité. J'ai tenu dans la demi-heure, on va dire, dans la grosse demi-heure qui m'est impartie pour vous la présenter. Et maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. J'ai une première question de Maître Lardot qui me dit que faire s'il s'agit ou non, s'il s'agit non pas d'un objectif qui serait contrarié, mais d'une orientation non suivie. Exemple, interdiction d'accès sur une partie de l'OAP. Il va falloir, donc là on est sur la question de l'OAP et de l'appréciation de la compatibilité du projet à l'OAP.
eh bien, il faut arriver à qualifier est-ce que finalement, s'il y a une orientation qui prévoit un accès sur une partie de l'OAP, l'objectif, c'était bien de le réaliser, cet accès. Donc, si vous n'avez pas d'accès prévu alors que l'OAP le prévoit, on peut considérer que vous allez contrarier l'objectif de l'OAP qui était de créer un accès à tel endroit. Question de mettre de la pierre. Si une OAP est mise en œuvre par tranche avec des opérateurs différents, celui qui ne réalise pas les logements sociaux au prétexte de la globalité laisse le soin au suivant de les réaliser. Exactement. Si vous avez un permis de construire qui est déposé que sur une partie seulement de l'OAP, que l'OAP prévoit que 30% des logements réalisés au sein de l'OAP doivent être des logements locatifs sociaux, si la mairie autorise le premier permis de construire, eh ben, elle laissera le soin du coup au dernier arrivé de réaliser la totalité des logements sociaux, avec le risque au final que ces logements ne se réalisent jamais si l'OAP n'est pas construite urbanisée dans sa globalité. On me pose une question sur la pratique de la substitution de motifs. Non, on me dit, est-ce que cette pratique n'est pas illégale depuis la loi dite Macron? On l'a tous pensé. Malheureusement, la pratique de la substitution de motifs a été maintenue et réaffirmée malgré la loi Macron qui nous dit que on ne peut pas, qui semblait nous dire en fait qu'on devait s'en tenir aux seuls motifs énumérés dans l'arrêté de refus. Non, ce n'est pas le cas. Comment la loi Macron a été interprétée, c'est simplement qu'aujourd'hui, si vous avez un refus de permis, que vous le contestez, que vous avez gain de cause, malgré même une demande de substitution de motif, la mairie ne sera pas condamnée à réinstruire, mais elle sera condamnée à vous délivrer l'autorisation d'urbanisme. Donc la loi Macron, en fait, comment elle est lue par les juridictions administratives? Elle est lue avec, en cas d'annulation de refus, une obligation qui est faite au maire de vous délivrer le permis de construire qui vous avait été préalablement refusé. Avant la loi Macron, en fait, les maires n'étaient pas condamnés, il n'était pas ordonné au maire de délivrer le permis, il était ordonné au maire de réinstruire. Donc, vous obteniez l'annulation du permis. Le maire était condamné à réinstruire et dans le cadre de la réinstruction, il vous opposait de nouveaux motifs de refus. Et rebelote pour vous, il fallait recontester le refus de permis devant les juridictions et ça pouvait durer une éternité. Aujourd'hui, à partir du moment où vous obtenez une annulation de refus devant les juridictions administratives, cette annulation de refus va se traduire par une obligation faite au maire par le tribunal de vous délivrer le permis de construire. Maître Restu, qu'en est-il des PA autorisés avant la publication du décret? Peut-on trancher un PA qui ne l'était pas jusqu'à aujourd'hui? Je ne connais pas s'il y a des dispositions transitoires, et j'aurais bien envie de vous répondre que vous pourriez parfaitement déposer un permis d'aménager modificatif pour transformer le permis d'aménager en permis d'aménager par tranche. Je pense que rien ne s'y oppose. Question de Madame Pourrin concernant la jurisprudence sur la cristallisation des règles d'urbanisme par la déclaration préalable. Peut-on en déduire qu'il suffit d'avoir opéré la division d'un seul lot du lotissement dans le délai de 3 ans pour considérer le lotissement réalisé dans son ensemble et déposer une DACT? Alors, c'est différent. Vous déposez pour un permis d'aménager avec travaux, la DACT est déposée à l'issue des travaux. Pour une déclaration, pour un lotissement soumis à déclaration préalable, si on s'en tient à cette jurisprudence, on pourrait effectivement considérer que la réalisation d'une vente suffirait à considérer que le lotissement est réalisé. Et donc, à ce moment-là, déposer la DACT. N'hésitez pas, c'est un peu plus compliqué, je pense, que ça. On a notamment un guide du lotissement qui a été fait par l'administration qui, faute de précision dans le code de l'urbanisme et faute de précision dans la jurisprudence, vous explique comment une division, comment on doit prendre en compte les divisions dans un lotissement soumis à la déclaration préalable. On peut en discuter, Madame Pourrin, vous pouvez me faire un mail ou m'appeler si besoin. Madame Lintringer, pour l'arrêt de la CA Nancy de 2024, c'est bien le conseil municipal qui désigne le signataire de l'arrêté
et non l'adjoint qui tient sa délégation du maire qui a pris position contre le projet. Alors, j'aurais tendance à vous dire que l'important, c'est que si le maire peut être suspecté de détournement de pouvoir compte tenu de ses déclarations antérieures, pour moi, l'important, c'est que ce ne soit pas le maire qui signe. Et si c'est l'adjoint, même s'il tient sa délégation du maire, il reste indépendant par rapport au maire, à mon sens. C'est une bonne question que vous posez, mais j'aurais tendance à dire que ça suffit que ce soit l'adjoint. On ne tiendra pas rigueur à l'adjoint des propos qui ont pu être tenus par le maire. L'important, c'est que ce ne soit pas le maire qui signe l'arrêté de refus de permis. Question de Madame Anissé, si une OAP minimise par certains endroits la hauteur admissible par rapport à la règle initiale de PLU, doit-on respecter cette hauteur indiquée dans l'OAP? Madame Anissé, je ne sais pas si vous êtes côté maître d'ouvrage ou côté collectivité, mais je vous informe qu'il est acquis par la jurisprudence qu'une OAP n'a pas réglementé la hauteur des constructions. Donc, toute OAP qui contiendrait des règles de hauteur, des règles de niveau, des règles de volumétrie, ce sont des dispositions illégales qui peuvent être écartées par le juge. Voilà. Donc, malheureusement pour vous, si vous êtes collectivité, ou heureusement pour vous, si vous êtes côté maître d'ouvrage, en fait, vous n'êtes pas tenu par les règles de hauteur de l'OAP, vous vous en référez simplement à ce qui est écrit dans le règlement d'urbanisme. Si vous le souhaitez, pour tous ceux qui veulent plus d'informations à ce sujet, pareil, vous pouvez prendre contact avec moi, vous m'appelez ou vous me faites un mail, j'en discute bien volontiers. Question de Madame Watkamps. Si Madame Watkamps, c'est Aurélie, je te passe bien le bonjour. Où peut-on trouver le guide du lotissement? Il est accessible sur Internet et au besoin, appelle-moi ou fais-moi un mail et je te l'enverrai. Madame Anissé, toujours, quand on reçoit une demande de pièces complémentaires à un permis de construire, la mairie peut-elle ensuite refuser le permis de construire sur la base de motifs non évoqués dans la demande de pièces complémentaires? Il y a deux choses. Oui, une mairie ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir joint une pièce complémentaire à votre permis si elle ne vous l'a pas demandé, cette pièce, dans le cadre de la demande de pièces complémentaires. En revanche, si elle vous a fait des demandes dans le cadre de la demande de pièces complémentaires et que malgré sa demande, c'est insuffisant, elle peut parfaitement vous refuser le projet. Et après, on est dans le cadre, vous ne pouvez pas reprocher au service instructeur de ne pas vous avoir, dans le cadre du premier mois, fait une instruction quasi complète de votre dossier en vous demandant tout ce qu'ils auraient besoin pour régulariser votre dossier. En fait, dans le cadre de la demande de pièces complémentaires, normalement, le service instructeur se limite à regarder que toutes les pièces sont présentes et à regarder que les pièces comportent toutes les informations exigées par le Code de l'urbanisme sur chacune de ces pièces. Point. En revanche, si l'administration constate qu'il y a d'ores et déjà une règle qui n'est pas respectée, elle n'est pas tenue de vous dire « attention, vous ne respectez pas l'article 8 du PLU, merci de corriger ». Donc la demande de pièces complémentaires, elle se limite aux pièces exigées par le Code de l'urbanisme et au contenu des pièces telles que le Code de l'urbanisme en fait état. Là encore, pour savoir ce que doit exactement contenir les différentes pièces exigées par le Code de l'urbanisme pour constituer vos dossiers de DP ou de permis de construire, l'administration a fait un CERFA. C'est la notice des permis de construire. Et cette notice des permis de construire va rentrer un peu dans le détail de ce qui est attendu sur chacune de ces pièces. Donc, je vous invite à vous y référer, parce qu'on m'apporte la précision que Madame Anissé est architecte. Donc, n'hésitez pas à utiliser la notice et en fait, la demande de pièces complémentaires, elle porte sur la comparaison du dossier tel qu'il a été présenté à la mairie
et ce qui est attendu du dossier, notamment au regard de cette fameuse notice. Voilà, alors j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Si on a d'autres, vous avez encore quelques minutes pour me les adresser. J'espère avoir été clair, hein. Comme je dis à chaque fois, c'est pas évident de faire des explications de jurisprudence à l'oral, seul devant son ordinateur et sa webcam. J'essaye toujours d'être le plus clair possible, mais c'est pas toujours facile. J'ai pas toujours les réponses non plus à tout. En revanche, je suis toujours disponible après pour vous apporter des compléments d'information. Donc, vous trouvez facilement mes coordonnées sur Internet. Donc, vous pouvez m'écrire, m'appeler, me suivre sur LinkedIn et me poser vos questions. J'y répondrai bien volontiers. Voilà, je ne sais pas si les organisateurs du webinaire sur le moniteur, que je remercie, ont d'autres questions à me transmettre, ou si on peut clore ce webinaire. Et on me confirme qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie et on se retrouvera dans 3 mois pour de nouvelles actualités en urbanisme. Si d'ici là, vous avez des sujets ou des jurisprudences que vous auriez aimé que j'évoque ou que je décrypte, n'hésitez pas à les transmettre à nos organisateurs et ils me les transmettront et je les intégrerai dans le futur support. Merci beaucoup et bonne journée.